Moi, de vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal. Chaque année, l'Assemblée générale des Nations Unies offre aux premières dames des plateformes de discussion et d'échange sur l'avenir de leur organisation et présente à ces assises la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nekero Tshisekedi, a lancé un message fort sur la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes en Afrique. Regardez. Comme chaque année, l'Assemblée générale des Nations Unies offre aux premières dames des plateformes de discussion et d'échange sur l'avenir de leur organisation qui dirige Monica Gringos, première dame de Namibie, et Denis Nekero Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, respectivement présidente et vice-présidente. Pour cette fois, l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, a examiné les résultats de la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes en Afrique, lancée en juin dernier lors de la célébration des 20 ans d'existence de l'OPDAD à Kinshasa. Nous sommes tous égaux, combler l'écart entre les sexes en Afrique. C'est autour de ces thèmes que les First Ladies présentes à cette conférence ont tablé sur les actions menées dans leurs pays respectifs, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé maternelle et infantile, l'autonomisation économique de la femme, la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, mais aussi sur les questions du leadership féminin pour plus d'équité. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nekero Tshisekedi, vice-présidente de l'OPDAD, a pris la parole pour rappeler les 10 engagements pris avec ses pairs pour combler les fossés entre les sexes en Afrique. Ne sacrifions pas nos engagements sur l'autel de l'inaction. Les générations futures nous jugeront, a-t-elle insisté. Une responsabilité collective à laquelle l'épouse du chef de l'État congolais appelle ses collègues. Une invitée de marque lors de ces assises, il s'agit de Jill Biden, première dame des États-Unis d'Amérique, qui, par sa présence, s'est engagée aux côtés des premières dames d'Afrique à combattre toute forme de discrimination à l'endroit des femmes. Pour rappel, la campagne unificatrice qui a pris fin le 14 septembre dernier a été passée au peine fin et les nouvelles perspectives ont été envisagées à l'issue des échanges à New York. Cette campagne s'est déroulée dans quelques pays africains pour le bien-être du continent. Et voilà, de réactions faites de partout, justement après les discours du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé du haut de la tribune des Nations Unies. La dernière en date est celle du secrétaire général adjoint du parti Congo Espoir, John Moyabi, qui salue ces discours. Les précisions avec Naomi Mukongo. Regardez. Les élections générales en RDC auront bel et bien lieu à la fin de cette année. Une confirmation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette déclaration est saluée par John Moyabi, secrétaire général adjoint du parti Congo Espoir. À ce qui concerne l'organisation des élections, je pense que personne ne peut douter aujourd'hui de la volonté du gouvernement de la République et du président de la République de faire tenir ces élections dans le délai constitutionnel. Alors nous, en tant que membres de l'Union sacrée pour la nation, nous saluons cet engagement du président de la République et nous encourageons tous les efforts que le gouvernement de la République met en place pour que la CENI puisse avoir tous les moyens qu'il faut et que d'ici le 20 décembre, que nous puissions tenir les élections. Et en ce qui concerne le retrait de la MONUSCO d'ici fin décembre, John Moyabi pense qu'il est grand temps que le Congo puisse prendre en main ses responsabilités. Alors, je pense qu'il est grand temps que le Congo puisse prendre ses responsabilités pour protéger sa population, protéger son territoire. Certes, la MONUSCO n'a pas seulement de choses négatives, il y a aussi des choses positives. Il faut comprendre que en 2006, avant les élections de 2006, ce pays s'y était déchiré et alors l'apport de la MONUSCO des Nations Unies de façon générale a été d'une importance capitale. Mais à l'ère où nous sommes, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être de cette MONUSCO dans notre pays. Il est grand temps que nos FARDC puissent être équipés et qu'ils puissent assurer dans la globalité la sécurité de la population et de notre intégrité territoriale. Je pense que je suis d'accord avec le président de la République. Pour rappel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est prononcé le mercredi 20 septembre du haut de la tribune des Nations Unies devant ses pairs à la 78e session de l'Assemblée générale.
Eh bien, lors de son discours, lors de la 78e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé le retrait accéléré de la MONUSCO en RDC d'ici fin décembre. Eh bien, cette initiative est saluée par la classe politique congolaise, à l'instar de l'analyste politique Christian Minda. Le précision avec David Zolassima. Écoutez, la MONUSCO ne devait pas aussi rester ad vitam aeternam, c'est-à-dire rester pour toujours. Mais il y a un processus pour pouvoir aboutir à cette démarche pour que la MONUSCO puisse partir. Nous en sommes pour parce que depuis toujours la MONUSCO n'a pas pu maintenir la sécurité depuis des lustres. Mais ce qui est aussi à relever, c'est que ce n'est pas à la MONUSCO de pouvoir faire la guerre à notre place. Nous avons une armée nationale avec laquelle nous avons un budget chaque année commun au sein du Parlement et actuellement c'est à $1 milliard que nous les avions dotés en cette mission-là. Donc c'est notre armée qui devait prendre sa responsabilité. Alors actuellement si la MONUSCO doit partir, c'est pas mal. Mais qu'en est-il de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Parce qu'aujourd'hui, je dois vous rappeler qu'il y a une sorte de surmilitarisation dans cette zone de l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons les contingents de la SADC bientôt qui vont se déployer. Ça sera à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons l'état des sièges, ça sera à l'est de la République démocratique du Congo et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que le problème de l'Est, c'est une question à les traiter et à prendre du temps pour les faire, mais pas pour le mettre dans une sorte de propagande pour justifier un bilan. On parle de la deuxième journée du cadre des concertations avec les confessions religieuses, les représentants des ONG, la société civile ainsi que les journalistes. Eh bien, le président de la CENI, Denis Kadima, a donc exhorté les participants à tout mettre en œuvre justement pour véhiculer un message positif afin de sensibiliser un grand nombre d'électeurs. Les précisions avec Plamedi Mabaya. Regardez. L'aboutissement étant l'organisation des élections dont la première phase est celle du 20 décembre 2023, le numéro 1 de la centrale électorale a sollicité l'accompagnement de chaque couche de la population pour parvenir à faire avancer notre démocratie à travers un comportement citoyen, mettant en pratique de valeurs et principes démocratiques qui recommandent entre autres l'apaisement. La phase du scrutin est un moment important pour les ONG, les confessions religieuses, les médias qui jouent un rôle positif afin que les citoyens électeurs puissent s'organiser et se mobiliser efficacement pour appuyer leurs candidats, adopter un comportement adéquat pour une élection pacifique, accepter les résultats et tolérer la concurrence et l'opposition. Denis Kadima a laissé parler son cœur, faisant œuvre de pédagogie pour appeler les uns et les autres au patriotisme afin que chacun joue sa partition dans le processus électoral. Où un observateur doit garder un certain droit de réserve jusqu'à ce qu'il puisse tirer ses conclusions. Donc c'est très important que chacun puisse jouer son rôle avec responsabilité. Parce que ce processus, je ne cesse de le dire, ce n'est pas le processus de la CENI, c'est le processus du peuple congolais. Et chacun doit jouer sa part avec toute la responsabilité requise. Après les interventions d'ordre classique, a succédé une séance interactive de jeu de questions-réponses qui a apporté la lumière sur quelques préoccupations des participants. Parlons éducation dans ce journal. Kinshasa, la capitale de la RDC, a vibré ce jeudi 21 septembre 2023 au rythme de la publication du palmarès de l'EPST où l'on parle de réussite miraculeuse. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à la première publication, d'aucuns parlent d'une délibération de la deuxième session de l'examen d'État. Contacté à ce sujet, le chargé des communications de l'EPST, Joël Kadindonga, a fait une mise au point. On l'écoute. L'examen d'État est sacré. Qu'il n'y a pas de recours, c'est quitte ou double. Mais il vous souviendra qu'il y a eu une polémique qui avait gagné la toile l'autre fois. La polémique amplifiée par la lettre de la sœur Prévé du lycée Boyokani, la sœur Thérèse, qui était répandue et partagée viralement dans les réseaux sociaux, laquelle lettre avait donné lieu à ce qu'il y avait eu des échecs dans son école. Et quand la sœur était venue voir l'inspecteur général, celui-ci avait relevé les erreurs ou la confusion qu'entretenaient la sœur et les parents de son école. Parce qu'ils consultaient les examens, les résultats d'examen d'État
à partir du code de 2022. Et c'est à partir de cette fenêtre-là que la plupart d'élèves et des parents consultaient les résultats à l'examen d'État. C'est ce qui avait entretenu cette confusion-là. Alors pour mettre fin à cette confusion, la fenêtre ouverte par les compagnies de téléphonie cellulaire de 2022 a été fermée. Et pour y mettre fin définitivement, le ministre a instruit que l'on publie directement le palmarès. Vous savez que le palmarès sort 2, 3, 4, 5 mois après que les compagnies de téléphonie cellulaire aient publié les résultats pour leur permettre réellement d'opérer conformément au contrat signé avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais cette fois-ci, le ministre a tenu que l'on puisse publier les résultats. Les résultats qui ont été publiés hier sont les résultats de nos écoles hors frontières. Vous savez que nous avons les écoles consulaires en Tanzanie, au Burundi, en Angola et dans d'autres pays. Et donc, il y a eu également la publication des résultats à l'examen d'État de nos écoles hors frontières. En plus de résultats du cycle court. Vous savez que, par exemple, en coupe et couture, en item, il y en a qui, à partir des 4e des humanités, bon, 4e secondaire ou 2e des humanités aujourd'hui, qui rentrent en première item, rentrent en première de coupe et couture pour faire le cycle court. Également, ces résultats-là ont été publiés hier. Voilà ce qu'il faut ajouter au-delà de la publication du palmarès de l'édition 2023. Et à ce sujet, Madame, Messieurs, j'ai un invité sur ces plateaux. Il s'agit de Monsieur Mike Gardy, qui est le chargé des communications adjoint de l'EPST. Bienvenue. Merci, Madame. Heureusement que vous êtes là. C'est une première fois que pareille chose se passe en RDC à Kinshasa. Une première fois après la publication des résultats de l'examen d'État. On parle de la publication du palmarès. Vous êtes de l'EPST, en l'occurrence chargé des communications adjoint. Comment justifiez-vous cela? Quand vous dites c'est une première fois, c'est pas le cas. Chaque finaliste, en fait, du moins de l'ancienne époque comme moi, savent que les résultats officiels, c'est le palmarès. Parce que je veux vous rappeler qu'il y a eu dans le passé des disparités entre les résultats obtenus au niveau du téléphone et les résultats obtenus au niveau du palmarès. En quelle année? Précision. Je vous donne une précision. Ouais. 2009, section électricité, école Saint-Joseph Bonsomi, Kinshasa, le lauréat Chirac Mimpou de l'électricité, qui, sur les 44 lauréats qui ont présenté l'examen d'État à cette école, il était le seul dont le nom n'était pas apparu sur l'époque Internet et autres. C'est jusqu'après 2, 3, 4 mois sur le palmarès que je dis. Des semaines à l'inspection, le palmarès, qui s'est rendu compte qu'il avait bel et bien réussi, et avec d'ailleurs beaucoup plus de points que d'autres membres qui connaissaient le résultat après. Il s'agissait d'un seul cas? Non, pas seulement un seul cas. Ouais. Je vous cite un seul cas parce que s'il faut en citer plusieurs, c'est un journal. Je connais les caractères solennels du journal. Ne vous en faites pas. Donc en réalité, ça c'est ce qu'on appelle les erreurs matérielles. Mais dans le cas d'espèce ici, je veux revenir sur les éléments de détail. L'examen d'État, les traitements des recours au examen d'État n'existent pas. Et aussi, au-delà de ça, l'examen d'État n'a pas des deuxièmes sessions. Deuxième session de délibération, ça, c'est, je connais. Recours. Le Congolais est devenu un peuple avec beaucoup d'autodérision. On rit de tout et de rien. Ça, c'est une certitude. Mais en réalité, il ne faudra pas dérouter l'opinion à ces niveaux-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'exact? Sur le pas de ce que le Charcom a dit, le ministère de l'EPST a décidé pour cette fois, non parce que l'EPST saurait qu'il y aurait eu des cas de litige avant, parce que les gens essayent de faire des digressions à ces niveaux, mais parce que l'EPST fait partie des institutions, encore du moins de l'exécutif, les plus numérisées. Aujourd'hui, à l'EPST, tout est numérique. Même pour les attestations de réussite, les élèves le savent, il n'y a plus besoin d'aller courir à l'inspection. En ligne, sur le site d'inacoperdc.net, vous avez... C'est facile. C'est pourquoi vous verrez que sur le site, il y a même le palmarès depuis 2022 et on y va crescendo, on mettra l'ensemble de palmarès. Donc, en gros, il y a eu des élèves pour des raisons d'erreurs techniques. Un peu à l'exemple de lycée Boyokani, où les élèves se sont retrouvés sur la fenêtre de 2022. Le résultat donnait le nom des élèves, mais de la session précédente. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'après l'engouement, que beaucoup d'écoles sont tombées dans cette erreur-là et certains n'ont pas su voir leurs résultats. Mais
je veux leur rappeler, il n'y a pas eu publication des résultats. Il y a eu juste mise en ligne du palmarès qui détermine les résultats, qui est en fait les résultats officiels dûment signés par le président du jury. Mais il y a des noms qui sont rajoutés, c'est ça là où les bas blessent, c'est ça le problème. Encore dans la nuance. Aucun nom ne s'est rajouté. On parle d'une réussite miraculeuse. Aucun nom ne s'est rajouté. Des gens qui avaient échoué. Exactement. À la première publication. Non. Oui. Vous savez, je vous réponds ici. Oui. Qui est celui à qui les réseaux de téléphonie mobile avaient dit qu'il avait échoué? Vous savez pourquoi les réseaux ne disent que pas des données? Parce que ce n'est pas à eux de dire si un élève a échoué. C'est-à-dire ça, c'est de la responsabilité du ministère par le palmarès qui est le document officiel sur base duquel on établit les diplômes d'État et tout autre document y afférent. Ça veut dire qu'on a ajouté le nom de personne. Seulement, dans les consultations au niveau des téléphonies mobiles, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des cas d'erreur un peu comme Boyokani, qui, soit par une erreur technique, un problème de code, n'ont pas su voir les résultats. Dès qu'on a mis le palmarès en ligne, qui est en fait le vrai résultat et l'original, le résultat officiel, ils se sont retrouvés. Entre nous, posons-nous la question. Est-ce que ça serait responsable pour un gouvernement de laisser les élèves qui auraient réussi, mais reprendre l'année? La responsabilité du ministère, c'est aujourd'hui faire en sorte que chaque enfant rentre dans ce droit. Vous n'avez pas eu le temps. Erreur matérielle, ok. Erreur technique de votre part dans le code, ok. Mais néanmoins, les gens doivent le savoir. Nous, on le savait à notre époque que même quand je consulte sur Internet... Vous parlez de quelle époque là? Non, mais je te dis, les années 2006-2005. C'est-à-dire que dès que je consulte, dès que je viens sur Internet, mais en définitive... La réalité, c'est que c'est le palmarès qui détermine si on a réussi ou pas. Parce que moi, j'ai vu aussi des gens réussir sur les réseaux, le message des réseaux de téléphonie mobile, mais dont le nom n'était pas dans le palmarès. Donc, à vrai dire, il faut attendre la publication du palmarès. Le palmarès a toujours confirmé chaque parent. L'enfant peut consulter. Sur Internet, on ne lui dit pas des données. Il est possible qu'il y ait une erreur dans l'encodage, dans le code, un problème technique. Les résultats définitifs, c'est toujours dans le palmarès. C'est vrai, autrefois, on ne publiait pas, mais c'était toujours disponible à l'inspection. Et ceux qui allaient consulter... Mais c'était vraiment ignoré du public. Bon, on est un État où l'information circule difficilement. Mais c'est votre travail en tant que chargé des communications. À l'époque, je n'étais pas. À l'époque, de sensibiliser. Je suis maintenant là. Et c'est pourquoi nous, on fait un effort de toujours le dire. Et nous, on le dit toujours. C'est d'ailleurs... dans cette dynamique-là qu'on s'est impliqué dans la numérisation de services de l'EPST. Alors, M. Magardi, il y a une préoccupation. Est-ce qu'il y a une nette collaboration entre vous, le ministère de l'EPST, parce que vous avez tant vanté le numérique dans l'EPST, est-ce qu'il y a une nette collaboration entre vous, le ministère de l'EPST, et les entreprises de télécommunications chargées de publier les résultats, puisque vous parlez des erreurs matérielles? Vous savez, quand vous parlez de collaboration, je vous ai parlé du jury. Oui, une nette collaboration. Il y a des commissions qui se mettent en place pour permettre. Ça veut dire que dès lors que le data est... Parce que je vais encore préciser aux gens, la correction des examens d'État a été automatisée depuis longtemps. Ce n'est pas les humains qui corrigent. J'ai entendu des digressions du genre, on n'avait pas payé les inspecteurs, ils n'ont pas corrigé, on a ramassé des gens. La correction des examens d'État s'est fait automatiquement. Tout ce que les humains font, c'est scanner l'item qui n'a pas des noms juste avec le code. La machine code et installe dans le data qu'on transmet aux autres. Donc, si vous parlez d'une collaboration nette, effectivement que oui. Il y a toujours une collaboration, on aura toujours, parce que ces gens-là font un travail formidable. Je crois que, comme vous, la période où les gens attendaient victoire, rond-point Gaba ou encore quartier 1, 22h, 23h pour aller consulter les résultats est passé, c'est grâce à ces sociétés-là qui nous ont apporté la dimension digitale. Donc en gros, la collaboration existe toujours. Mais c'est comme je vous ai dit ici que, un peu à la manière de lycée Boyokani, on s'est rendu compte que beaucoup d'écoles, beaucoup de parents ont donné des codes qu'est-ce que je dis, pas le parent, les écoles ont donné aux enfants des codes sur des fenêtres de 2022, ce qui occasionner ces genres d'erreurs-là, mais une nuance. Il est aussi possible, comme dans les années précédentes, parce que c'est de la technologie, c'est de la technique, qu'il y ait des erreurs matérielles, du genre, soit dans le transfert des données, qui est erreur matérielle qu'un élève, un finaliste, n'arrive pas à accéder à ces données, même en saisissant le bon code. Ça aussi, croyez-moi, ça peut arriver, c'est des erreurs matérielles, mais c'est des cas isolés. Et ne mélangez pas l'engouement que vous aviez à Kinshasa. Il y a certainement certains de ces cas-là,
mais la plupart, ce sont des autodidactes dont les résultats sont publiés déjà depuis un peu plus de 48 heures maintenant. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ces erreurs matérielles, faudra-t-il revenir un peu comme avant, publication dans les journaux? Parce que vous avez dit tantôt là, il faut attendre les résultats de la publication du palmarès. Parce que là, vous ne savez pas des dégâts que vous avez causés au sein de la population, des élèves qui se sont sentis lésés lors de la première publication, et puis pouf, il y a une réussite miraculeuse. Ne pensez-vous pas qu'il faut revenir un peu en arrière et puis tabler un peu sur ces choses? Ils n'ont pas vu les résultats de la responsabilité de qui? Pas du ministère. La sœur Thérèse de Boyokani a presque emprunté ce chemin-là, pensant que c'était la responsabilité du ministère, criant haut et fort, faisant des misimes sur Internet. Quand elle s'est rendue à l'inspection générale, noir sur blanc devant le gens, on lui a montré que c'est votre erreur, et sur les champs, les élèves ont obtenu les résultats. Je vous ai dit ici que beaucoup se sont retrouvés dans cette situation-là, où ils conçuent encore le code tombé sur le fenêtre de 2022. C'est pas de la responsabilité du ministère. Je vous dis ici qu'un peu comme les lycées Boyokani, quelqu'un qui a des problèmes, qui saisit mal son code, quelle est la meilleure des choses? C'est là où je vous dis que ici, quand je vous parle du palmarès, c'est-à-dire je veux que chaque finaliste sache que dans la publication des résultats, la solution des téléphonies mobiles, c'est ce qu'on appelle la solution digitale pour vous faciliter l'accès. Mais il est possible que là-bas, par votre erreur, au niveau de code, ça c'est arrivé. Je ne connais pas une année où il n'y a pas eu cette situation-là. Un lauréat qui saisissait mal son code ou qui est tombé dans une erreur. Mais cette année, ça criait. Oui, c'est ce que je dis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous pensez que ça criait? Parce que cette situation s'est retrouvée au même moment que la publication des cycles courts, des autodidactes. C'est-à-dire, vous mélangez leur engouement et des quelques-uns qui se sont retrouvés dans ces cas-là. C'est logique que ça prenne de l'ampleur, mais aussi, je ne veux pas me cacher. Vous savez, de ma petite expérience, je crois qu'il y a aussi cette implication d'ordre sociologique où les gens constamment cherchent de quoi tirer sur le gens. C'est vrai. Donc on peut croire à la fiabilité des résultats. La fiabilité, je vous ai dit que dès lors que c'est sur le palmarès, signé par le président du jury qui est le ministre, ou encore sur la note de l'inspecteur général qui est le coordonnateur, parce que c'est lui qui gère le Centre national de correction, c'est les résultats fiables. Ne jetez pas en partie les diplômes parce qu'on a connu des gens qui se sont retrouvés dans des contextes plus pires que cette situation. Et rappelez aux élèves, il y a certains qui ont repris l'année scolaire pensant qu'ils avaient échoué. C'était une erreur. Vous ne perdez rien. La rentrée académique, c'est dans moins de quelques semaines. Refaites votre processus et nous vous souhaitons bonne chance dans votre nouvelle vie estudiantine et académique. Donc, à ces niveaux ici, quand vous parlez de dégâts, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous le savez tout comme que moi. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de cette édition, de cette publication? Ça ne sert à rien de pouvoir rester. Je sais que depuis l'avènement de réseaux sociaux aujourd'hui, le Congolais est devenu très critique, en fait, sans pour autant creuser. C'est-à-dire, on a arrêté, en fait, pas tout le Congolais, une majeure partie. Il y a des Congolais qui réfléchissent encore très bien, qui nous suivent d'ailleurs, parfois plus intelligents que nous, pour la plupart plus intelligents que nous, qui suivent en cet instant. Il faut éviter souvent de juger. Il arrive que quand vous ne comprenez pas, saisissez l'officiel. Si l'explication qu'on vous donne semble ne pas être plausible, à ces moments-là, je peux comprendre que vous recoupez et puis vous dégagez votre analyse. Dégagez une analyse avant de pouvoir approcher le service compétent, c'est ce que nous, on dit, c'est de la mauvaise foi. À ces niveaux ici, il y a eu cette situation-là. Je vous rappelle, heureusement qu'on en a eu déjà dans le passé, pendant qu'on publiait progressivement les résultats. Il y a eu le lycée Boyokani qui finalement aujourd'hui nous sert d'exemple pour vous dire que beaucoup sont dans ces contextes-là, mais n'ont pas osé approcher l'inspection générale pour constater cette erreur-là. Peut-être pour le lycée Boyokani, ça a ramené au résultat des élèves de l'édition précédente. C'est pourquoi ils ont cru à une erreur, mais pour la plupart, même quand vous le constatez, ça ne vous empêche en rien. Dès lors qu'on publie vos résultats, attendez à la fin des comptes, allez vers l'inspection. Le palmarès a toujours été à la disposition de tout le monde pour en avoir. Pour le cas d'espèces aujourd'hui, tout est numérisé. En ligne, il y en a. Non seulement pour maintenant, même pour après. Je crois qu'à ces niveaux ici, il y a eu des malentendus, il y a eu de l'incompréhension de la plupart de beaucoup, mais surtout de la récupération des uns des autres, qui profitent toujours de l'occasion pour pouvoir tirer sur non seulement les responsables, mais aussi certains. Mais que dirions-nous? On est dans un monde où chacun est libre de pouvoir critiquer, mais je vous apporte l'information aujourd'hui, et à la limite du possible, si quelqu'un estime que ce qui est dit ne l'arrange pas ou il a un cas particulier, le port du ministère de l'EPST ou encore de l'inspection générale sont toujours ouvertes. Venez, on va voir à la limite du possible, et quand on le fera, un peu comme le lycée Boyokani, on finira par dire à l'opinion que finalement c'était l'erreur, mais malheureusement,
les gens ne reviennent pas un peu comme les neufs le prêt. Après avoir corrigé, rares sont ceux qui reviennent pour dire merci. Mais non, c'est par ignorance peut-être. Il faut user beaucoup de patience, il faut attendre la publication du palmarès, c'est ça? Pas user beaucoup de patience, se dit que vous pouvez avoir votre résultat, mais sachez que administrativement, les documents qui vont vous servir, le document sur base de quoi on établit, c'est pas votre SMS du téléphone, mais c'est justement ces palmarès sur quoi on publie votre diplôme d'État, mais également l'attestation de réussite en cas de besoin, et que puisque dans le passé il y a des exemples, même quand il semble ne pas avoir des informations sur les téléphones, soyez patient, ne vous déclarez pas directement perdant ou perdante, parce que les réseaux de téléphonie mobile disent pas d'informations, ils disent pas que vous avez échoué. Très bien. Donc, à ce niveau-là, c'est ça la nuance. C'est pour vous dire qu'il y a une institution officielle qui finit toujours par mettre à la disposition les résultats de manière officielle. Donc, il n'y a pas deuxième session, il n'y a pas publication. Il ne faudra pas rire de cela parce que c'est un contexte très difficile qui risque de jeter du discrédit sur les diplômes des enfants qui ont mérité, qui ont travaillé énormément pour en avoir. Donc, à ce niveau ici, je crois que l'équivoque est levé et les malentendus dissipés. Merci beaucoup, monsieur Mike Gardy, pour toutes ces précisions. J'espère que vous avez épuisé tout ce que vous avez à dire. Non, malheureusement, dans un journal, c'est pas... Mais je crois on est limité, mais le message est passé. Le message est passé. Je crois qu'encore une fois de plus, félicitations à d'autres lauréats qui auraient eu des problèmes avec leur code et qui finalement se sont retrouvés dans le bon. Et félicitations surtout aux autodidactes, parce qu'il n'est jamais tard pour apprendre dans la vie. Et surtout aussi aux écoles, aux étudiants qui sont dans les écoles consulaires hors frontières, en dehors, dont les familles ont célébré ici à Kinshasa. Et bonne chance à eux pour le reste de la vie. Ok, bonne chance et félicitations à tous les lauréats. Madame, monsieur, je recevais pour vous monsieur Mike Gardy. Il est chargé de communication adjoint de l'EPST. Il a donné des précisions sur la publication du palmarès. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose. Monsieur Mike Gardy, merci d'avoir répondu à vous, madame, à toutes nos questions. Madame, messieurs, c'est depuis le 30 août qu'une intervention militaire avait entraîné la mort d'au moins 51 personnes, dont 78 blessés et 148 arrestations à Goma. Sur un procès a été donc ouvert ce mercredi afin d'éclairer l'opinion sur cette affaire. Interrogé, Maître Gaylor Mukasha évoque plutôt la loi qui recadre le renseignement et la manifestation publique, stipulant dans l'article 8 l'intervention des militaires dans un cas de force majeure lors d'une manifestation. Plus de précisions avec David Louteti. Regardez. La reprise du procès des 6 militaires, dont 2 hauts gradés, impliqués dans le massacre des plus de 50 civils à Goma le 30 août dernier, a eu lieu le mercredi 20 septembre 2023. Lors du procès, la partie civile et les avocats de la partie défenderesse ont demandé la comparution de l'ancien gouverneur militaire Constant Ndima. Interrogé, Maître Gaylor Mukasha fait mention d'une loi spécifique qui recadre les réunions et les manifestations publiques dans son article 8. Étant la perte en vie humaine de nos compatriotes qui ont perdu la vie à cette manifestation-là. Mais nous devons nous renseigner par rapport à une loi. Il y a une loi spécifique qui recadre les réunions et manifestations publiques. À son article 8, que dit l'article 8 de la loi portant organisation de réunions et manifestations publiques? L'article 8 parle de forces de l'ordre n'intervient que s'il y a débordement ou il y a violation grave. Les forces de l'ordre peuvent intervenir pour disperser la foule. Mais l'ordre, qui a intimé l'ordre de tirer sur la foule? Cependant, ces derniers pensent que dans un procès pareil, il faut mener des enquêtes minutieuses. Effectivement, dans un procès comme tel, ils demandent de mesures d'enquête minutieuse pour établir la lumière sur ces massacres. Donc nous réservons le droit de commenter un procès qui est en cours et surtout qu'il y a eu de pertes en vies humaines de Congolais. Nous réservons de commenter là-dessus. Signalant que le ministère public et les avocats de la République se sont opposés catégoriquement à la comparution du général Constant Ndima et estiment que malgré l'ordre donné par le gouverneur, ce dernier n'a pas incité les militaires à tuer délibérément les gens. L'entrepreneuriat est un moteur de croissance économique d'émancipation pour les femmes. C'est dans ces cadres que la présidente de l'ONG Deleuze Corporation, Priscille Kouba Koussoutou, c'est son nom, appelle les femmes entrepreneurs à faire valoir leurs capacités afin d'être autonomes. Le précision avec Rémi Bouy. Regardez.
L'entrepreneuriat s'entend comme l'appropriation, la gestion des ressources humaines dans le but de créer et d'implanter des solutions permettant de répondre aux besoins des individus. Face à cette question, la présidente de l'ONG Deleuze Corporation, Priscille Koubakousouti, femme entrepreneur, a souligné que les femmes doivent se faire découvrir par leur capacité dans le but d'être autonomes dans la société. La femme, elle est le berceau de l'humanité. Nous verrons que c'est par la femme qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. En fait, si la femme n'existait pas aujourd'hui, je pense que même les grands hommes au sein des structures de l'État et tout n'allaient peut-être pas exister. Et moi, la place de la femme au sein de l'entrepreneuriat, je dis que la femme doit savoir qui elle doit se découvrir en fait. Il faut que chaque femme, en fait je me bats pour ça, je me bats pour l'autonomisation des femmes, de l'implication de la femme dans la société dans laquelle nous vivons. À la question de savoir les difficultés rencontrées par les femmes entrepreneurs, Priscille Koubakousouti répond. Dans notre métier d'entrepreneuriat, si je dois être franche, en fait, il y a pas mal de difficultés quand même. C'est vrai qu'on essaye d'y faire face tous les jours. Mais en fait, moi, il y a une chose qui m'intrigue un peu. C'est parce qu'on vit dans une société où aujourd'hui, on a les structures de l'État qui nous viennent de partout. Voilà, on a la DGI, on a par exemple la commune et tout. On a plusieurs structures. En fait, quand on y va dans l'entrepreneuriat, on n'est pas averti. On n'est pas exactement averti, voilà, exactement de savoir que voilà, il y a telle ou telle autre structure. Mais on est buté à ça et souvent c'est à la tête du client. On verra que pour le même mètre carré que moi j'occupe aujourd'hui ici en ville, ou avec autant de personnel ou avec 2 ou 3 personnels et tout le même mètre carré pour une autre personne, ça sera peut-être pas au même prix. Parce qu'il y a rien de, comme on dit, il y a rien de connu en fait. Rappelons que l'ONG Deleuze Corporation est une organisation non gouvernementale qui travaille dans l'autonomisation de la femme et dans leur encadrement. Regard tourné vers la société, autrefois utilisée par les stars et les artistes, les tatouages est devenu une pratique ordinaire pour les communs de mortels. Nos stagiaires de l'IFACI ont effectué une descente sur terrain pour vous faire ces dossiers. Regardez. Les tatouages n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend d'une personne à une autre, mais très souvent, il est utilisé par les artistes et les stars. Donc, dame, garçon, dans ça, la tatouage, na maquillage, ça fait maman zaka. D'autres personnes les mettent pour éterniser les événements ou spécialement les personnes qui les ont plus marquées. Et la plupart de ceux qui se font tatouer sont des jeunes. Parfois, ils sont influencés par le sentiment de l'environnement dans lequel ils vivent. Personnellement, si je vois une personne actuellement avec un tatouage, je regarde d'abord qui est la personne. Si c'est un artiste, je vais comprendre. Si c'est un joueur, un footballeur, je vais comprendre. Je me dis, il peut faire un tatouage pour signer un souvenir, quelque chose d'inoubliable qu'il a connu dans la vie, un nom, le nom de son enfant, le nom de sa femme. Il s'est dit, pour garder ça inoubliable, exemple, je me tatoue sur la côte. Plaisir, à mon camarade à Tché, il est pas Tché. Bamsou va star. À Tché n'a fier ya musique naie, sport naie, ya bachak. Ne binga chaka ngona na 17 ans, ils na Brazzaville. So ina âge ngona komi, na ko changote. Un homme averti en vaut deux, dit-on. Il s'est dénoté que cette pratique peut engendrer plusieurs maladies, notamment le cancer de la peau. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent voir comment nos confrères de la presse écrite ont relayé les différentes informations de journaux parues ce vendredi à Kinshasa. La revue de presse est signée David Zolatima. Regardez. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse.
Le média I24 News titre à sa une: la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade en Israël à Jérusalem. Le média explique que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré jeudi 21 septembre dans la soirée à New York le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le média note que ces deux hommes d'État ont convenu qu'Israël ouvrira une ambassade à Kinshasa, tandis que la République démocratique du Congo déplacera la sienne en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Les deux personnalités ont également discuté sur les renforcements de la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la défense et de la cybersécurité. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui poste à sa une: procès Mwanga Chouchou. L'arrêt définitif de la haute cour militaire attendu ce vendredi. La haute cour militaire s'est prononcée vendredi 22 septembre sur l'essor du député national élu des Massissi, Edouard Mwanga Chouchou, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et détention illégale d'armes de guerre. Actualité.cd rajoute que le ministère public avait requis une prison à perpétuité contre les prévenus et la partie civile avait sollicité à titre de dommages-intérêts le paiement de 10 milliards de dollars et la déchéance du mandat parlementaire de Mwanga Chouchou. La partie prévenue a toujours affirmé que le procès contre Mwanga Chouchou est une résultante d'un montage et son co-prévenu Robert Mouchamalirwa avait affirmé que l'objectif était de ravir les micros de SMB. Bouclons cette revue de presse avec Acti 30 qui titre à sa une: financement des élections. La CENI opère avec de prêts bancaires pour alléger la charge gouvernementale, a dit Denis Kadima. Durant les discussions lors de la deuxième journée du cadre des concertations CENI-Société civile jeudi 21 septembre, la question du financement des élections de décembre prochain a été soulevée par les participants. Acti 30 rajoute pour apporter la lumière: Denis Kadima a souligné que la CENI opère actuellement grâce à des prêts bancaires pour alléger la charge financière du gouvernement. Nous avons décidé d'avancer ainsi pour alléger la charge financière du gouvernement qui a déjà engagé d'importantes dépenses liées aux élections et à d'autres obligations régaliennes. Tout le monde est conscient que nous sommes à peine à 3 mois des élections, donc l'argent continuera à affluer, a déclaré Denis Kadima, président de la centrale électorale. Le média en ligne chute en ajoutant que lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avait réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo d'organiser les élections générales transparentes et inclusives dans le délai constitutionnel. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Bonsoir à toi aussi David Nzolassima. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information, une édition coordonnée par Plamedi Mabaya. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci de l'avoir suivi. À très bientôt, restez avec nous. Mes chers compatriotes,